qu'on a pour à peu près 1 heure de présentation. Puis ensuite, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. D'ailleurs, si vous avez des questions en cours de rencontre, là, je vous invite à les mettre dans le chat. Puis on pourra, à moins que nos 2 présentatrices vous disent le contraire, là, mais on pourra lui y répondre par la suite. Évidemment, on vous demande de garder vos micros fermés, mais si le cœur vous en dit, c'est toujours plus plaisant de parler à des visages. Donc, vous pouvez ouvrir vos caméras. Et on va pouvoir commencer avec la présentation de nos 2 conférencières. Donc, Maître Martine Tremblay, qui est avocate associée chez Quin-Lamarre, qui est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qui est spécialisée là, en droit de l'immigration à titre de conseillère, notamment l'immigration d'affaires en offrant une assistance dans les divers programmes gouvernementaux fédéraux et provinciaux, tels que le programme de travailleurs étrangers temporaires, le programme de mobilité internationale, le programme de l'expérience québécoise et le programme régulier des travailleurs qualifiés. Donc, vous comprendrez qu'elle offre des services variés en immigration, dont des demandes de permis de résidence temporaire et de travail, d'audit de conformité, de résidence permanente, ainsi que celles relatives au parrainage familial. Donc, on peut dire que Maître Tremblay est spécialisée en immigration. Puis, elle sera accompagnée de sa collègue qui est avocate aussi pour Quin-Lamarre, Maître Mélissa Potvin, qui est membre du barreau depuis 2017. Et puis, elle est membre de l'Association québécoise des avocats et avocates en immigration. Maître Potvin œuvre sur tout type de dossier couvrant tous les processus d'immigration au Canada, de la résidence temporaire à la résidence permanente, à la citoyenneté, en plus des audits de conformité. Je vais juste fermer un micro. Merci. Et, pardon, j'ai perdu ma présentation. Donc, de conformité, des employeurs embauchant des travailleurs étrangers temporaires. Donc, les deux, comme on le saura bientôt, vont nous parler de tout ce qui entoure le permis de travail pour les travailleurs étrangers. Donc, mesdames, je vous cède la parole pour la prochaine heure. Et merci d'être avec nous ce matin. Et merci beaucoup, Merci. Jessica. Alors, je me permets d'abord donc de vous remercier de l'opportunité que vous nous avez donc offert de s'adresser à vous aujourd'hui. Mon collègue David Desroux, malheureusement, là, a dû s'absenter ce matin là, en raison d'une urgence, mais je vous transmets donc ses salutations. Et je me permets de vous dire que je suis très heureuse donc de pouvoir m'adresser à vous. J'ai passé quelques semaines dans votre belle région en faisant un road trip jusqu'à Kegaska cet été. Vous avez une magnifique région. J'ai rencontré des gens, des entrepreneurs vraiment très sympathiques là, au cours de mes vacances. Donc, je suis bien contente là, d'avoir l'opportunité de vous entretenir aujourd'hui et on l'espère de vous aider à trouver des solutions à votre pénurie de main-d'œuvre. Donc, je me permets d'y aller avec un petit ordre du jour pour vous expliquer un peu le contenu de la présentation. Donc, on va d'abord y aller de quelques concepts généraux pour vous entretenir des grandes étapes de recrutement au niveau là, des travailleurs étrangers temporaires. On va vous parler par la suite de certains programmes d'immigration temporaire, du permis de travail à proprement parler. Et on va aussi vous informer de vos obligations à titre d'employeur lorsque vous embauchez des travailleurs étrangers et vous glisser quelques mots sur l'accueil et l'intégration de ces travailleurs. Donc, question de bien suivre notre présentation. Vous avez ici quelques petits acronymes qu'on risque d'utiliser en cours de présentation. Qui sont d'abord les principaux intervenants avec qui on travaille en immigration et certains termes là, au niveau des procédures ou des permis à obtenir. Donc, on va parler avec l'Agence des services frontaliers, la SFC. On va parler d'emploi et développement social Services Canada, donc on appelle EDSC. Immigration, réfugiés, Citoyenneté Canada, IRCC, le MIFI, donc le ministère de l'Immigration, Francisation, Intégration. Et au niveau des procédures d'intégration, on va vous parler donc d'évaluation de l'impact sur le marché du travail qu'on appelle le IMT. On va vous parler de la classification nationale des professions, le CNP, un certificat d'acceptation du Québec, donc on appelle le CAC, et le certificat de sélection du Québec qu'on appelle le CSQ. Donc, ça va vous permettre de vous référer. Donc, on vous a schématisé dans un premier temps un peu le processus d'immigration
pas toutes les informations y sont, mais ça va vous permettre quand même de comprendre comment là, fonctionne le système d'immigration au Canada. Donc, on va parler d'immigration temporaire versus l'immigration permanente. Et vous allez voir que dans l'immigration temporaire, on peut avoir soit un statut de visiteur, soit un statut d'étudiant ou un statut donc de travailleur temporaire. Et nous, c'est cette branche-là aujourd'hui qu'on vous a mis en vert dans le schéma qu'on va travailler là, avec vous, puis pour lequel on va vous donner là, de l'information. Donc, au niveau là, des permis, des différents là, programmes liés aux travailleurs temporaires. Donc, quelques petites définitions importantes pour comprendre des notions là, qui reviennent là, en matière d'immigration. D'abord, la notion de travail, donc qui est quand même un peu plus large, je vous dirais, que ce qu'on entend communément là, en droit du travail. On parle d'une activité qui va donner lieu au paiement d'un salaire ou d'une commission ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail. Donc, c'est une définition qui est quand même là, plus large, puis c'est de cet élément-là qu'on doit faire là, un EIMT, donc une évaluation des impacts sur le marché du travail. Le permis de travail, c'est le document qui va être délivré par l'agent à un étranger et qui va l'autoriser à travailler au Canada, tandis que le visa de résident temporaire, parce qu'il y a souvent une confusion, là, les gens vont parler d'un visa de travail, là, mais on obtient un permis de travail pour travailler, puis on obtient un visa de résident temporaire, qui, elle, est plutôt la vignette autocollante qui est délivrée par un bureau des visas, donc dans un pays étranger, qui est placée dans le passeport de la personne pour confirmer, dans le fond, qu'elle remplit toutes les exigences pour être admise au Canada en tant que résident temporaire, donc en tant que travailleur. Puis, on vous a mis des images là, pour que vous puissiez voir, dans le fond, à quoi ressemblent les deux documents. Donc, le permis de travail, c'est celui-ci. C'est un document qui tient sur une page 8,5-11 et qui va vous identifier le travailleur et le type de permis de travail, ouvert ou fermé, avec pour quelle entreprise la personne peut travailler si c'est un permis de travail fermé. Tandis que le visa, c'est vraiment la vignette. Donc, vous voyez que c'est une page qu'on imprime là, dans le passeport du travailleur et qui vient confirmer, comme dans ce cas-ci, que la personne est autorisée à rentrer au Canada pour venir travailler avec son permis de travail. Oui. Avant de rentrer dans les grands... Ah, mais je pense, Mélissa, c'est toi celui-là. Hein? Oui, vas-y. Je ne sais pas, mais tu peux y aller, Oui. tu es sur une lancée, il n'y a pas de problème. Mais aussi, si on revient au visa, je trouve une information quand même importante. Il y a également certains pays, en fait, qui sont dispensés du visa de résident temporaire. Donc, dépendamment de la nationalité de votre candidat que vous recrutez à l'étranger, ça se peut, en fait, qu'il n'ait pas la nécessité d'obtenir un visa apposé dans son passeport. Et lorsqu'il va faire une demande de permis de travail de l'étranger, il va recevoir en même temps un numéro qu'on appelle l'autorisation de voyage électronique. Donc, c'est un numéro qui est valide pour environ 10 ans ou à l'expiration du passeport. Puis, ça lui permet, en fait, les mêmes fonctions que le visa. C'est uniquement que c'est une procédure qui est un peu plus simple. Donc, par exemple, la France, c'est l'AVE. Alors maintenant, je me lance sur la classification nationale des professions, qui est vraiment quand même un outil assez propre à l'immigration. Ça a été mis en place par le gouvernement, en fait, et il y a eu plusieurs réformes. Donc là, on est présentement à travailler avec la version 2016, mais il y aurait une réforme à venir. L'objectif de la classification nationale des professions est en réalité de classifier l'ensemble des professions possibles dans un système, une structure qui a été établie par le gouvernement. Et vous voyez, ça concorde en des niveaux de compétences qui vont de D à 0. Donc, le niveau de compétence D est essentiellement les professions qui nécessitent généralement plus de la formation ou en cours d'emploi. Alors que plus on monte en termes de classification et de niveau de compétence, plus ça prend des études et aussi des qualifications au niveau de la gestion. Donc, vous voyez un peu le répertoire. Pourquoi on parle de la classification nationale des professions? C'est parce qu'en fait, c'est ce qui permet au gouvernement de valider si une personne rencontre bien les exigences de l'emploi qu'elle vient occuper. Donc,
lorsque les employeurs vont accompagner les candidats vers l'obtention d'un permis de travail, ça va être important de déterminer leur poste correspond à quelle classification nationale des professions, donc quel code. C'est vraiment un code à 4 chiffres pour permettre justement de valider en fait si le candidat rencontre les exigences de la profession. Donc ça, c'est quand même un élément à garder en tête. Ensuite, on se permet aujourd'hui de regarder un peu une vue d'ensemble des grandes étapes lorsque vous désirez embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Souvent, on va avoir en tête l'élément le plus fastidieux qui est les démarches d'immigration. On va se dire, oh là là, c'est quand même assez complexe. Toutefois, pour faciliter le tout et justement que vous ayez une expérience un peu plus agréable, on tente généralement d'essayer de voir le processus dans son ensemble pour qu'on facilite aussi les différentes démarches. Donc, premièrement, vous allez souvent débuter avec l'affichage, donc avoir une description de poste complète, puis également essayer d'entrevoir justement le poste que vous désirez combler correspond à quelle classification nationale des professions. Lorsqu'on fait cette première étape-là, en fait, ça facilite l'ensemble du processus, puis ça nous évite en fait de devoir faire des étapes et de les refaire. Donc, ça, c'est quand même un élément très important. Ensuite, vous allez entamer le recrutement. Donc, vous allez vraiment faire vos affichages, présélectionner des candidats. Il va y avoir ensuite un certain nombre de candidats qui vont être sélectionnés. Vous allez en faire un choix, passer des entrevues, faire des vérifications. Une fois que vous avez sélectionné votre candidat, eh bien, c'est là que vous pouvez vraiment débuter les démarches en immigration. Les démarches en immigration peuvent varier dépendamment du poste que vous allez vouloir recruter. Donc, c'est pour ça que c'est bien si vous avez fait vos démarches en amont et que vous avez établi votre CNP, le poste correspond à quoi, vous allez pouvoir plus facilement entrevoir quelles démarches d'immigration vous allez devoir effectuer. Et donc, si ces démarches-là nécessitent, par exemple, des preuves et des efforts de recrutement ou d'affichage de poste, eh bien, vous aurez pu avoir l'occasion de le faire adéquatement dès le départ. Donc, ça, c'est quand même, c'est pour ça qu'on aime ça voir la vue d'ensemble. Donc, les démarches en immigration, on va les détailler aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de notre présentation. On peut souvent se penser aussi à l'élément un petit peu particulier. Lorsque vous avez un candidat, la première question que vous pourriez vous poser, est-ce qu'il est à l'étranger ou encore est-ce qu'il est au Canada? Donc, Martine vous a présenté là, la version d'un permis de travail. La particularité du permis de travail, c'est qu'il peut être fermé ou ouvert. Donc, ça peut vous donner un indice si jamais vous avez des candidats qui sont déjà sur le territoire et qui possèdent un permis de travail qui est fermé. Alors, c'est qu'il est donc lié à un employeur en particulier et vous devrez refaire les démarches d'immigration pour pouvoir qu'il puisse en fait travailler pour vous. Alors que s'il est ouvert, alors c'est une personne qui est au Canada et qui a pas de conditions au niveau des emplois qu'il peut occuper. Alors, vous pourriez automatiquement l'embaucher. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, au niveau de vos démarches d'immigration, il y a des obligations qui vont entrer en ligne de compte. Donc, on va les détailler tout au long de la présentation. Et finalement, l'accueil et l'intégration, qui est un élément qu'on ne doit pas oublier, qui est souvent ce qui va vous permettre, en fait, d'assurer que le processus se passe bien. Donc, lorsque la personne, elle arrive, il y a quelques étapes à faire ici au Canada. Donc, on pense à l'obtention du NAS, l'inscription à la RAMQ. En ce moment, avec la pandémie, on doit penser à quelques restrictions de voyage qui sont toujours en place. Donc, les personnes qui peuvent voyager doivent être entièrement vaccinées. Ouverture d'un compte bancaire. Et finalement, bien, avec l'intégration, vient aussi la question de si on veut conserver cet employé-là à notre emploi, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer sa rétention? Est-ce qu'il veut devenir résident permanent? Comment on peut faciliter le tout? Donc, voilà les grandes étapes. Donc, aujourd'hui, on se penche un peu plus sur les démarches d'immigration. Et puis, l'important, en fait, que vous devriez possiblement, l'élément que j'aimerais que vous gardiez en tête à la fin de cette présentation-là, c'est qu'il y a 2 grands programmes en immigration. L'immigration, c'est quand même assez laborieux, des fois, quand on commence à lire et à s'informer. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 2 grands programmes en immigration. Il existe le programme des travailleurs étrangers temporaires. Donc, c'est le programme qui nécessite une étude d'impact sur le marché du travail. Vous voyez ici, donc, ça, c'est le numéro 2. C'est vraiment le programme de base parce que l'immigration est basée sur un principe important, en fait, pour le gouvernement qui vise à s'assurer que les emplois qui sont occupés par des étrangers, donc des travailleurs étrangers, ne viendront pas, en fait, prendre la place d'un Canadien ou d'un résident permanent. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, c'est assez peut-être moins approprié étant donné la pénurie ou le manque de main-d'œuvre qu'on observe.
mais tout de même, c'est quand même un élément à garder en tête. Donc, le programme principal est le programme des travailleurs étrangers temporaires qui requiert une étude d'impact sur le marché du travail et un CAQ. Et ensuite, le distinguer du programme de mobilité internationale. Le programme de mobilité internationale, c'est un programme, en fait, qui comprend plusieurs types de permis de travail où l'employeur n'a qu'à valider, en fait, l'offre d'emploi qu'il veut offrir aux candidats via un portail qu'on appelle le portail des employeurs d'immigration, l'IRCC. Et ensuite va justement être dispensé de l'étude d'impact sur le marché du travail. C'est vraiment les deux grandes distinctions. Et comme vous le voyez sur le tableau, en fait, l'objectif est d'obtenir au préalable, donc dépendamment du programme, donc programme des travailleurs étrangers temporaires, au préalable, le IMT et le CAQ est requis avant de pouvoir présenter la demande de permis de travail, qui pourra être faite ici soit à l'étranger ou bien encore au point d'entrée si la personne est dispensée d'un visa. Tandis que pour le programme de mobilité, les étapes sont un petit peu moindres. On valide une offre d'emploi avant de faire la demande de permis de travail, qui encore là pourra être faite de l'étranger, ou encore au point d'entrée si la personne est dispensée d'un visa de résident temporaire. Donc, essentiellement, on va voir aujourd'hui ces deux grands programmes-là. Et je laisse la parole à Martine. Oui, alors, on va commencer par le programme des travailleurs étrangers là, temporaires, donc qui, comme Mélissa vous le disait, sont les permis de travail qui vont être émis sur la base d'une évaluation là, de l'impact sur le marché du travail et avec l'obtention d'un certificat d'acceptation du Québec pour notre candidat, donc travailleur. Il existe dans ce programme-là 3 volets principaux, là, donc le processus régulier qui va être soit à haut salaire ou à bas salaire. Et actuellement, on détermine ça avec le salaire médian qui est de 23,8 $. Donc, sinon, il existe aussi, puis on va le voir, le processus simplifié donc du Québec qui est basé sur une liste désignée. Et il y a le volet donc des talents mondiaux. Donc, on essaie de vous schématiser un peu là, au fur et à mesure là, les demandes. Donc, première étape, le IMT et le CAQ qu'on va présenter en parallèle devant les 2 instances gouvernementales. Et l'étape 2, la demande du permis de travail qui elle, est présentée donc à IRCC. Donc, au niveau de la demande de IMT, donc, ça sert à quoi? Bien, c'est en fait une analyse des impacts que va avoir l'embauche d'un travailleur étranger sur le marché du travail canadien. C'est une partie de la démarche qui ne concerne donc que l'employeur. Le candidat en tant que tel n'est pas impliqué dans cette partie-là. Et l'employeur a donc, entre autres, un formulaire à soumettre avec différentes pièces justificatives. Et dans le cadre des questions qui sont posées dans ce formulaire-là, c'est là qu'on va étudier, dans le fond, quels vont être l'impact de l'arrivée de ce travailleur étranger-là et qu'on va essayer de s'assurer effectivement qu'on ne vient pas enlever des emplois à des travailleurs canadiens. Mais qu'on est effectivement en situation de pénurie de main-d'œuvre où l'embauche de ce candidat-là de l'étranger est nécessaire. Une demande de IMT, c'est des frais de traitement qui sont payables de 1 000 $ par travailleur étranger auprès là, de Service Canada. Et la façon de déposer ce type de demande-là, c'est par le biais d'une plateforme en ligne, donc, ou par le biais d'un courriel qui ne sert qu'à cette fin-là. Donc, et en parallèle à cette demande d'étude d'impact sur le marché du travail, on va déposer au MIFI une demande d'obtention d'un CAQ. Donc, qui cette fois-ci donc, vise tant l'employeur que le candidat. Il y a une partie donc de la demande où l'employeur doit confirmer là, si on veut, les éléments, les caractéristiques de l'emploi recherché, et une autre partie où on va vraiment analyser les qualifications du candidat. Donc, est-ce qu'avec ses études, avec ses expériences de travail, c'est un candidat qui peut effectivement remplir les exigences de l'offre? C'est aussi à cette étape-là qu'on va regarder au niveau là, du salaire là, minimum à offrir pour le poste. Quand on parle d'une demande de IMT, on va pouvoir le voir, mais si on n'est pas dans un milieu conventionné, donc il y a certaines exigences établies dans un guide qui nous donne les salaires minimums qui doivent être offerts aux travailleurs en fonction là, des années d'expérience requises pour l'emploi.
Donc, du côté du CAC, les frais sont un peu moindres, donc c'est 420 au total, donc 210 pour la partie employeur, puis 210 pour la partie du candidat. Et cette demande-là est soumise par courrier, donc imprimé là, en format papier au MIFI. Au niveau donc de l'étude d'impact sur le marché du travail, il y a le processus qu'on appelle régulier versus le processus simplifié du Québec. Donc, au niveau du processus régulier à la base, tous les types de professions sont admissibles et on doit donc déterminer par la suite est-ce qu'on va se diriger vers du processus haut salaire ou bas salaire, selon qu'on paye en bas ou égal ou supérieur à 23,8 de l'heure actuellement. Ce salaire-là peut être révisé, là, donc il faut suivre. Là, on risque d'avoir une petite augmentation au cours des prochains mois. C'est quand même révisé là, quelques fois là, dans une année. On doit fournir des preuves d'efforts de recrutement et d'affichage de postes. Donc, actuellement, les efforts minimaux de recrutement là, qui sont exigés, c'est qu'on doit avoir affiché l'offre d'emploi durant 4 semaines en continu sur guichet emploi et sur 2 méthodes additionnelles pour recruter là, le type d'emploi qu'on recherche. Et on devra, dans le cadre de notre demande, faire utiliser le système de jumelage pour être en mesure de faire un rapport, dans le fond, des candidatures qui ont été reçues ou à la limite de l'absence de candidature là, de Canadiens reçus pour démontrer donc l'impact que ça aura auprès du marché là, canadien. Et le salaire minimum, dans le fond, comme je vous le disais, va être établi dans le guide par quartile. C'est divisé selon est-ce qu'on cherche un candidat de 0 à 2 ans d'expérience, de 2 ans à 9 ans ou de 9 ans plus. Puis ça fonctionne avec les codes CNP dont Mélissa vous a parlé. Là. Donc, chaque code CNP apparaît dans le tableau. Puis, à défaut d'apparaître, le guide nous indique où aller voir si le salaire n'est pas disponible à ce moment-là. Au niveau du processus simplifié, ce qui peut être quand même là, intéressant, il faut aller d'abord voir la liste des professions admissibles qui est mise à jour là, annuellement. Ça devrait d'ailleurs bientôt être mis à jour. Il y a une liste quand même très importante là, de professions qui apparaissent sur cette liste-là. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas à fournir les preuves de nos efforts de recrutement puis d'affichage de postes. On n'a pas à faire un rapport détaillé, mais ça annule pas quand même l'obligation qu'on a de faire des efforts de recrutement raisonnables. On n'a pas à les fournir au dépôt, mais on pourrait se les faire quand même demander là, dans le cadre d'un audit, là, vérifier qu'on a essayé. Donc, toujours important quand même d'afficher nos postes. Mais la preuve de 4 semaines continue n'est pas fournie dès le départ là, au stade là, de la demande. Une demande de processus simplifié, on va toujours la traiter, dans le fond, on va être considérée comme une demande pour un poste à haut salaire. Peu importe, dans le fond, le niveau là, du code CNP. Là. Donc, est-ce qu'on va être dans un 0A, B, C ou D? Elle est traitée comme un haut salaire. Et encore là, on a les règles du salaire minimum établies, dans le fond, par le MIFI là, avec notre guide là, dont je vous parlais par année d'expérience. Donc, pour le salaire, on vous a quand même résumé un petit peu là, les différents éléments là, à regarder. Donc, évidemment, si vous êtes une entreprise où vous avez des postes syndiqués, le salaire va être celui qui est en vigueur selon votre convention collective. Autrement, on va se référer au salaire du quartile dans notre fameux guide des salaires par profession. L'édition 2021 est actuellement l'édition qui est en vigueur puis qu'on utilise. Et on y va par période d'expérience. Donc, le tableau est vraiment fait là, en colonnes là, où on a une colonne 0-2 ans, une colonne plus de 2 ans, une colonne de 9 ans et plus. Et le salaire minimum doit faire partie de la fourchette qui apparaît dans la colonne là, du tableau. Donc, ça peut arriver dans certains cas que vous désiriez embaucher quelqu'un à 18 de l'heure parce que c'est ce que vous payez habituellement vos travailleurs québécois ou canadiens, puis que malheureusement, pour avoir droit à une IMT-CAQ, vous devriez minimalement le payer, par exemple, pour un 0,2 ans, 19 de l'heure. Donc, si on ne rencontre pas le salaire
prévu dans ce guide-là, la demande de IMT CAQ, en principe, va nous être refusée. Donc, c'est quand même important de faire cette vérification-là. Et aussi, il y a des structures de paiement un peu inhabituelles, là, par exemple du salaire à la livraison, qui à ce moment-là, peuvent faire l'objet d'un traitement particulier pour respecter les exigences liées à l'EIMT. Donc, autre élément dont on vous a parlé, c'est l'affichage puis les efforts de recrutement. Donc, comme on vous l'a dit, on parle de 4 semaines consécutives. Donc, sur le site de guichet emploi, celui-là, on ne s'en sort pas, c'est prévu, il faut vraiment l'utiliser. Et après ça, on vous dit 2 autres méthodes de recrutement. Par exemple, on va voir souvent le site d'Emploi Québec. Ça en prend un qui a une portée nationale. L'autre n'est pas obligé d'avoir une portée nationale. Et c'est vous, comme employeur, qui devez démontrer que les méthodes de recrutement autres, donc les 2 autres méthodes, là, sont efficaces dans le fond pour recruter en fonction de l'emploi que vous recherchez. Et on peut recevoir des questions de la part de l'agent qui va traiter la demande là, pour justifier le choix des méthodes de recrutement qu'on va avoir pris. Ça prend au moins un affichage qui va continuer durant toute la durée du traitement de la demande de IMT. Par contre, nous, ce qu'on recommande aux gens, c'est que si vous avez 3 façons d'afficher, de maintenir les 3 méthodes en question. Comme ça, si jamais il y a des méthodes qui sont remises en doute par un agent, bien, on peut des fois réussir à expliquer que malgré qu'ils ne reconnaissent pas une méthode A, B, C, bien, que finalement, notre deuxième méthode continue de tourner tout au long du processus également, puis que celle-là est correcte. Donc, ça peut vous permettre d'éviter une reprise de la période d'affichage. Élément où il faut faire attention, si vous êtes dans un IMT bas salaire, donc en dessous de 23,8 de l'heure, les méthodes utilisées doivent cibler un groupe sous-représenté. Et là, on parle, c'est spécifiquement nommé là, par le ministère, on parle des Autochtones, on parle des jeunes vulnérables, on va parler des nouveaux arrivants, on va parler également des personnes handicapées. Et en ce moment-là, il faut adapter là, nos recherches là, de sites pour ces éléments-là. Donc, les Joblico, les Job Boom de ce monde ne sont pas nécessairement des sites qui vont cibler ce type de groupe-là. Donc, pour un EIMT bas salaire, ça peut être rejeté. Fait qu'il faut chercher là, puis adapter nos méthodes. L'affichage, il faut faire attention quand vous les préparez. Donc, ça ne doit pas être un affichage qui est fait sur mesure pour un candidat étranger. Il faut être capable de justifier, dans le fond, vos critères d'embauche. Donc, l'idée, ce n'est pas qu'on se trouve un candidat en France puis qu'on affiche un poste pour que lui cadre exactement dans ce qu'on demande. Parce que si on se fait auditer et qu'on ne demande pas ces exigences-là pour habituellement ce poste-là pour tous nos autres travailleurs, bien, ça peut être remis en question par les agents. Également, dans le cadre de notre IMT, l'employeur va avoir à justifier, dans le fond, pourquoi les candidats canadiens qui ont répondu à vos affichages n'ont pas été retenus. Donc, quand on fait un rapport de recrutement, bien, on doit dire oui, on a eu des jumelages, oui, on a eu des CV, oui, on a fait, par exemple, un nombre X d'entrevues, puis finalement, on n'a pas conservé de candidats, soit parce qu'il n'y avait pas l'expérience, soit qu'il n'y avait pas la compétence, ou finalement parce que le candidat, on lui a fait un offre, mais il l'a refusé, mais on doit justifier le fait de ne pas avoir embauché les Canadiens qui ont répondu à notre offre avant de pouvoir embaucher notre travailleur étranger. Donc, ça nous amène un peu à la distinction entre le haut salaire et le bas salaire. Donc, au niveau du haut salaire, les efforts minimaux de recrutement sont requis, sauf si on a des exceptions. Il n'y a pas de quota, donc de nombre de travailleurs étrangers maximum versus votre nombre de travailleurs québécois-canadiens, si on veut. Et dans le haut salaire, il y aura un plan de transition que vous devrez soumettre au gouvernement et respecter, parce qu'il y aura un suivi là, à ce plan-là qui sera fait
au niveau là, des autorités. Donc, vous avez des options. Ça peut être de faire 3 activités de recrutement pour retenir ou former des Canadiens, avec une activité là, distincte pour mobiliser un organisme là, qui offre des services à des groupes sous-représentés. Donc, ça peut être une des options qui est choisie, puis on doit prévoir là, des délais, etc., pour être capable là, de rencontrer les objectifs qu'on s'est donnés. Ou on peut décider, ce qui est l'activité numéro 5 là, du formulaire, d'assister notre travailleur étranger dans sa transition vers la résidence permanente. Donc, ça peut être de l'assistance par l'aider au niveau de la francisation, l'obtention donc de son CSQ et éventuellement donc de sa demande de résidence permanente. Ça n'implique pas nécessairement de payer les frais et les honoraires, mais ça peut impliquer de le soutenir là-dedans, de l'aider, de l'orienter vers les bonnes ressources pour faire ces démarches-là. La distinction au niveau de l'EIMT bas salaire, comme on vous le disait, donc oui, il y a des efforts minimaux de recrutement, mais on doit avoir donc des populations sous-représentées. Et un des éléments distinctifs vraiment, c'est qu'il y a un quota de travailleurs étrangers en fonction de votre nombre de travailleurs canadiens. Limite qui a été longtemps de 10 mais qui récemment, pour certains secteurs d'activité, a été augmentée jusqu'à 20 Donc, ça peut quand même être quelque chose d'intéressant à ce moment-là pour combler les besoins causés par la pénurie de main-d'œuvre. Avec les EIMT de bas salaire, il y a des obligations additionnelles de l'employeur parce qu'on considère que ces gens-là sont moins bien payés et n'ont pas nécessairement le moyen de payer ces dépenses-là. Donc, il faut payer le billet d'avion aller-retour aux travailleurs. Donc, de chez lui jusqu'au Canada à son lieu d'emploi et le retour à la fin du permis de travail. Il faut également que l'employeur paie une assurance maladie aux travailleurs jusqu'à ce qu'ils soient éligibles à la RAMQ. Habituellement, on va parler donc d'un délai de 3 mois, qui est le délai de carence pour être admissible habituellement à la RAMQ. Et l'employeur doit s'assurer de la disponibilité de logements abordables près des lieux de travail. Donc, ce n'est pas de lui fournir un logement, mais c'est de s'assurer qu'il y a des logements à des prix abordables. Ça nous amène au niveau donc, du Québec, plus spécifiquement, à certaines nouveautés qui sont rentrées en vigueur. Donc, au niveau du programme des travailleurs étrangers temporaires, il y a eu la hausse donc, de la limite à 20 pour certains secteurs. Actuellement, cette limite-là, elle est augmentée jusqu'au 31 décembre 2024. Puis, on vous a listé quelques secteurs qui sont visés, donc qui peuvent être peut-être intéressants pour votre région. On va parler de la foresterie, la fabrication d'aliments, la fabrication de produits en bois, métallique, plastique et caoutchouc, l'hébergement, la restauration, entre autres, où on va pouvoir aller chercher 20 de main-d'œuvre étrangère. Et il y a des exemptions, des efforts minimaux de recrutement pour certains emplois de niveau D, valables encore jusqu'au 31 décembre 2024. Et là, on a ciblé certaines professions, donc tout ce qui est préposé en entretien ménager, les nettoyeurs spécialisés, la main-d'œuvre au niveau de l'exploitation forestière, métallurgie, pâte et papier, la transformation du bois, des aliments, etc. Donc, ça peut être des points intéressants quand même en raison de la pénurie de main-d'œuvre qu'on connaît actuellement. Au niveau du volet régulier à haut salaire, qui est le processus simplifié qu'on appelle dans nos termes courants, actuellement, il y a déjà une liste où on compte à peu près 200 professions qui sont visées par ce processus simplifié-là. C'est mis à jour annuellement, donc en février. Fait qu'habituellement, aux alentours de la mi-février, 20 février, ça devrait rentrer en vigueur. Là, on sait qu'il y a une bonification puis une mise à jour de la liste qui est la prochaine à venir, qui devrait inclure certaines professions de niveau C, dont les ouvriers en exploitation forestière, des opérateurs de machines d'usinage, des classeurs de bois. Entre autres, et qui devrait inclure aussi certaines nouvelles professions de catégorie 0 A ou B,
entre autres là, les cuisiniers, les chefs, les directeurs de services d'hébergement, les adjoints administratifs, les bouchers, découpeurs de viande, etc. Donc, il y en a quand même plusieurs, mais c'est pour vous donner une petite idée là, de ce qui s'en vient. Là. Puis, ces listes-là sont publiques et disponibles sur le site du MIFI. Là, donc, vous pourrez là, surveiller ce qui va être ajouté là, officiellement bientôt. Alors, je te laisse, Mélissa, avec le PMI. Super. Alors, oui, alors on tombe un peu dans le deuxième programme dont je vous parlais un peu plus tôt. Alors, le programme de mobilité internationale. Donc, ici, c'est un programme, en fait, où l'employeur est dispensé de l'étude d'impact sur le marché du travail et du CAQ. L'objectif du gouvernement par ce programme-là, en fait, est d'assurer la mobilité des travailleurs étrangers temporaires et aussi de pouvoir aussi avoir accès à certains avantages d'un bassin de main-d'œuvre à l'étranger. L'employeur n'a donc pas de IMT à faire, ni TAQ, mais va devoir valider son offre d'emploi qu'il fait aux candidats en particulier via le portail des employeurs qui est mis en place par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Donc, c'est une plateforme qui est quand même assez simple d'utilisation où l'employeur doit renseigner l'ensemble des informations sur son entreprise, sur l'employé en fait qu'il désire embaucher, donc le candidat à l'étranger, et aussi toutes les exigences en fait pour que la personne puisse de son poste. Donc, est-ce qu'on demande un certain niveau d'études, niveau d'expérience, des compétences particulières pour finalement, vers la fin, là, exposer aussi les conditions d'emploi, donc le salaire qui va être offert et tous les autres avantages sociaux entourant son poste. Donc, ici, cette démarche-là est une démarche assez simple à effectuer qui se fait en ligne. Les employeurs vont souvent, en fait, trouver que c'est assez simple à faire, mais il faut faire attention, il faut mettre l'information nécessaire et s'assurer que c'est bien complet. Vous avez aussi des frais de conformité de l'employeur à payer, donc à un montant de 230 $. C'est des frais qui doivent être payés par l'employeur et ne peuvent pas être demandés comme remboursement au candidat parce que c'est vraiment dans l'objectif que vous annoncez au gouvernement que vous allez rencontrer les exigences annoncées, les conditions d'emploi annoncées à l'offre et que vous allez pouvoir vous y conformer tout au long de la validité du permis de travail de votre candidat. Donc, dans cette offre-là, il y a plusieurs informations à renseigner, comme je vous le mentionnais. L'objectif, c'est d'être assez précis pour que si jamais vous faites face à une inspection, on va en parler un peu plus tard dans le processus, mais si jamais vous faites face à une inspection, eh bien, les mentions seront tous présentes, puis vous pourrez dire, ben oui, parfait, ça concorde vraiment à ce qui se passe en réalité chez moi, au sein de mon entreprise. Voici le salaire que je lui verse, voici son horaire de travail. Donc, tout doit être cohérent aussi avec votre milieu de travail. Dans le programme de mobilité internationale, comme je vous disais, c'est exempté d'études d'impact sur le marché du travail, mais en fait, il existe plusieurs types de permis. Donc, dans le programme des travailleurs étrangers temporaires, on avait différents volets au bas salaire, processus simplifié. Ici, vous avez plusieurs types de dispenses d'études d'impact sur le marché du travail. Donc, comme vous le voyez à l'écran, j'en ai mis quelques-unes. Ici, c'est des exemples. Donc, il y aurait le permis que vous connaissez possiblement là, davantage est celui du programme de l'expérience internationale Canada, le C21, qu'on appelle affectueusement. Ils ont tous une lettre et un chiffre juste au côté pour essayer de les identifier plus rapidement. Il existe le permis de travail emploi réciproque. Donc, c'est dans un objectif généralement où l'employeur va posséder une entreprise à l'étranger et va pouvoir faciliter donc l'embauche de candidats pour dire, ben, ici, il y a une mobilité qui s'installe au sein de mon entreprise, au sein de mon groupe, qui va faciliter en fait la venue de travailleurs. Même chose pour ce qu'on appelle en fait, il n'est pas là, mais bon, il y aurait avantage important pour le Canada qui est très spécifique, mais il y a d'autres types de permis de travail aussi qui sont basés sur des accords de libre-échange. Donc, l'accord de libre-échange qu'on a avec le Canada et les États-Unis et le Mexique, par exemple, comporte des sections qui visent à faciliter la mobilité des travailleurs. Donc, que ce soit des investisseurs, des négociateurs, des professionnels ou encore même pour assurer la mobilité à l'intérieur d'un groupe. Donc, si on a une entité étrangère aux États-Unis et une entité ici, ben, la personne pourrait facilement se voir être transférée d'une entité à l'autre. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs types de permis. On va en explorer quelques-uns et essentiellement, vous avez une grande étape qui est l'étape de déposer une demande de permis de travail auprès d'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada. Pour que cette demande de permis de travail-là soit complète, elle doit inclure
l'offre d'emploi validée. Donc, l'offre d'emploi validée va générer un numéro qui débute par un A suivi de 7 chiffres et vous allez devoir vous assurer que le candidat possède bien ce numéro d'offre d'emploi-là pour effectuer sa demande de permis de travail. Générer le numéro d'offre d'emploi, c'est très rapide, donc c'est quand même instantané. Une fois que vous soumettez votre offre, le numéro apparaît et c'est ça que vous devez envoyer à votre candidat avec la preuve de paiement pour qu'il puisse effectuer sa demande de permis de travail en ligne. Si on explore quelques types de permis de travail, alors, celui que vous connaissez quand même souvent, là, la plupart des employeurs le connaissent, c'est le programme de l'expérience internationale Canada, qui est le C21. En fait, le programme de l'expérience internationale Canada est super intéressant parce que ça comporte différents types de permis de travail. C'est toujours basé en fait sur des ententes bilatérales entre le Canada et certains pays. Donc, ce n'est pas tous les pays qui ont signé une entente, mais beaucoup d'entre eux l'ont fait, comme par exemple la France, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, je crois que c'est le Japon. Mais bref, vous avez beaucoup de pays qui ont signé une entente bilatérale pour avoir droit à ce programme d'expérience internationale Canada. Dans ce programme-là, l'objectif, c'est de faciliter les jeunes à ce qu'ils puissent acquérir une expérience de travail ou une expérience de vie, tout simplement, à l'étranger. Donc, on a 3 catégories possibles dans ce programme-là. Comme je vous disais, c'est pour les jeunes environ entre 30 et 35 ans et moins. Et les 3 différentes catégories que vous allez retrouver, c'est le permis vacances-travail. Donc, ici, ça permet aux candidats d'obtenir un permis de travail ouvert, donc qui est lié à aucun employeur en particulier et qui lui permet d'effectuer des activités de tourisme ou encore de travailler lorsque ça lui plaît. Il y a beaucoup de candidats, en fait, lorsqu'ils sont admissibles à cette catégorie, qui tentent, en fait, d'obtenir ce permis de travail-là pour justement faciliter leur arrivée puis pouvoir sur place se trouver un employeur. Ensuite, il y a la catégorie jeunes professionnels qui est ici dédiée, en fait, à des gens qui possèdent déjà une offre d'emploi. Donc, c'est des jeunes qui vont avoir déjà prédéterminé un employeur au Canada. Une offre d'emploi doit être effectuée et ce qui permet aux candidats, en fait, d'obtenir un permis de travail lié à cet employeur-là. Donc, le permis de travail va être fermé et ça va permettre aux jeunes professionnels de pouvoir occuper cet emploi-là pendant une durée fixe. Ensuite, le programme, la catégorie stage coop international, ça, c'est pour des étudiants internationaux. Donc, généralement, un étudiant étranger qui effectue un programme dans son pays de nationalité ou de résidence pourrait devoir faire un stage dans le cadre de ses études. Et si c'est le cas, il pourrait décider de le faire à l'étranger et de passer via le programme Stage Coop International pour effectuer son stage. Donc, on va avoir une convention tripartite de stage qui va être essentiellement entre l'employeur canadien, l'école et l'étudiant pour permettre en fait de valider les conditions de stage ici qu'il va venir effectuer. Donc, ce qui est un peu important à retenir également, c'est que ce programme-là fonctionne par saison. Donc, chaque année, le programme va ouvrir et fermer et chaque pays va avoir un quota de nombre de permis de travail selon les différentes catégories. Donc, cette année, le programme a ouvert très tôt. Donc, on y a ouvert environ la première ronde d'invitation a été effectuée en janvier. Donc, lorsque la saison ouvre, les candidats peuvent s'inscrire dans un bassin, donc qui inclut toutes leurs informations personnelles et professionnelles. Ils mentionnent dans quelle catégorie ils veulent participer. Et puis ensuite, IRCC va faire des invitations par tirage au sort pour qu'ils puissent déposer leur demande formelle de permis de travail lorsqu'ils sont invités à le faire. Comme je vous le mentionnais, chacun des pays, les conditions d'admissibilité pourraient varier. Donc, selon le pays, par exemple, la France va avoir accordé l'accès aux 3 différentes catégories, alors que, par exemple, l'Italie, en ce moment, l'accès est uniquement pour le vacances-travail. Aussi, la durée de validité des permis pourrait varier d'un pays à l'autre. Pour la France, le jeune professionnel, c'est d'une durée maximale de 2 ans, donc 24 mois, et c'est non renouvelable. Donc, pour la France, les candidats peuvent effectuer 2 seules participations dans leur vie. Avant 35 ans. Donc, ils vont devoir possiblement faire, par exemple, une participation pour stage coop, qui est généralement un stage d'environ 6 mois, et ensuite une deuxième participation, soit dans vacances-travail ou jeunes professionnels, pour une durée maximale de 24 mois.
Donc, selon les pays, les conditions peuvent varier, puis les catégories offertes peuvent varier également. Donc, il faut essayer d'aller s'informer. C'est assez clair, le processus est très bien défini et c'est un processus qui généralement permet d'obtenir un permis de travail une fois que la personne dépose sa demande de permis, environ un délai de traitement d'environ 8 semaines, si je ne m'abuse, puis ça va quand même très bien en ce moment. Donc, c'est un super beau programme à explorer. Ensuite, vous avez le permis de travail ouvert pour les conjointes d'un TET. Souvent, en fait, un des éléments que vous allez vous questionner, c'est parfait, j'ai trouvé mon candidat, mais bon, il aimerait venir avec sa famille. Donc, le permis de travail ouvert pour les conjointes qui accompagnent est assez intéressant. Toutefois, il faut savoir qu'il y a certaines conditions d'admissibilité. Donc, tout d'abord, on doit établir la relation d'époux ou de conjoint de fait. Ensuite, on doit s'assurer que le travailleur étranger temporaire, qui est le demandeur principal, qui va venir ici pour un contrat ou une offre d'emploi qu'il va avoir reçu, va effectuer une profession, en fait, qui est catégorisée de niveau 0, A ou B au niveau de la classification nationale des professions. Donc, comme vous le voyez, pour ce qui est des postes un peu moins qualifiés, donc de niveau C et D, le permis de travail ouvert pour la conjointe qui voudrait accompagner n'est pas possible. Donc, il faut se tourner vers des alternatives comme une fiche de visiteur ou peut-être un permis d'études, bref, pour essayer de s'assurer que la conjointe pourrait, elle, peut-être aussi accompagner. Ce qui permet en fait au permis de travail, si la conjointe elle est admissible à ce type de permis de travail-là, elle pourra venir et accompagner son conjoint et obtenir un permis de travail pour la même durée que celui du demandeur principal. Et c'est un permis de travail qui est ouvert, donc qui laisse à l'attitude à la conjointe de venir sur place et se trouver un emploi. Donc ça, c'est très intéressant. Finalement, le permis de travail pour certains détenteurs de certificat de sélection du Québec, le A75. Généralement, en fait, c'est un permis de travail qui va assurer aussi la transition de vos travailleurs étrangers temporaires vers la résidence permanente. Donc, parfois, vous allez donc recruter des gens internationaux. Ils vont être embauchés sur la base d'une étude d'impact sur le marché du travail, par exemple, pour une durée de 2 à 3 ans. Puis ensuite, le travailleur pourrait avoir la volonté de devenir résident permanent. Et pour ce faire, il doit, s'il veut s'établir au Québec, obtenir ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec. Donc, il existe environ 2 programmes là, ici pour le Québec pour pouvoir obtenir le CSQ. Une fois que la personne détient son CSQ, ça lui permet en fait et ça facilite le renouvellement de son permis de travail. Donc, on peut, sur la base du CSQ, demander un nouveau permis de travail fermé lié à un employeur sur la base du fait que la personne détient un CSQ à titre de travailleur qualifié, qu'il réside et occupe légalement un emploi au Québec. Et le permis de travail pourrait lui être renouvelé pour 2 ans initialement. Et si jamais la résidence permanente n'est toujours pas obtenue, donc, une fois qu'on a son CSQ, on présente la demande de résidence permanente au fédéral, qui peut prendre un certain temps à être traité. Mais les renouvellements sont aussi possibles 1 an à la fois. Donc, ça, c'est ce qui permet d'assurer la prolongation là, du séjour temporaire d'un travailleur étranger temporaire qui est au Québec et qui désire aller vers la résidence permanente. Donc, souvent, l'intention des employeurs est de pousser leurs travailleurs étrangers temporaires à obtenir ce dit certificat de sélection du Québec-là pour pouvoir faciliter leur transition et leur renouvellement de permis de travail. Donc, si on aborde un peu plus en détail le permis de travail, donc, c'est vraiment la démarche que vous allez devoir faire suivant l'obtention d'une IMT ou d'un CAQ, ou encore lorsque vous avez obtenu l'offre d'emploi validée. Le permis de travail c'est une demande en fait qui se fait habituellement, qui est faite à l'étranger. Donc, au bureau des visas du Canada à l'étranger, dans le pays de nationalité ou de résidence de la personne. Donc, c'est fait généralement en ligne via le portail Mon CIC, qui est un portail d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Les demandes peuvent être aussi faites au point d'entrée terrestre. Donc, ça, c'est comme je vous le mentionnais un peu plus tôt, si les personnes sont dispensées d'un visa pour pouvoir voyager, donc du visa qui est apposé dans leur passeport, et qui ont l'occasion de voyager uniquement avec une autorisation de voyage électronique. Donc, ils pourraient décider de rassembler toute leur documentation, s'assurer qu'ils ont vraiment tout en main et présenter leur demande de permis de travail au point d'entrée. Bien entendu, il faut qu'on soit bien documenté, qu'on sache qu'est-ce qu'on va demander à l'agent. Mais il existe vraiment à l'aéroport un bureau d'immigration où les personnes peuvent présenter aussi des demandes de permis de travail. Donc, si jamais la personne effectue sa demande de permis de travail de l'étranger
bien, en fait, les délais de traitement sont assez variables, dépendamment du pays, de nationalité ou de résidence de la personne, donc là où la demande devrait être habituellement traitée, mais aussi du type de permis de travail. Donc, pour des gens qui sont hautement qualifiés, les permis de travail pourraient se voir traités de manière prioritaire, ou encore, pour d'autres types de permis, ce sera les délais usuels du bureau des visas du pays de résidence. Donc, pour la France, c'est environ aussi en ce moment 8 à 12 semaines. Mais donc, chaque délai de traitement va varier d'un pays à l'autre. Les frais de traitement pour le permis de travail, donc un permis de travail fermé sont au coût de 155 $. Pour un permis de travail ouvert, donc si la conjointe accompagne et fait une demande elle également, c'est des frais de 255 $. Et ensuite, les candidats doivent s'assurer d'effectuer la prise de données biométriques, donc c'est les empreintes et la photo, donc à des coûts de 85 $, ou si encore ils viennent en famille et tout le monde fait leur demande en même temps, et ils vont effectuer la prise de données biométriques en famille. C'est un coût fixe de 170 $. Pour ce qui est de la demande de permis de travail, donc comme je vous le mentionnais, les gens doivent s'assurer d'inclure toute la documentation. L'objectif d'une demande de permis de travail, bien que pour certains employeurs, ce soit leur intention, en fait, est d'offrir un poste permanent à un travailleur étranger temporaire, il faut garder en tête qu'une demande de permis de travail est toujours basée sur une intention de séjour à titre temporaire. Donc, malgré le fait que l'offre que vous lui faites est permanente, une demande de permis de travail sera toujours pour une durée en particulier. Donc, il faut toujours aussi parfois s'assurer d'inclure des preuves documentaires et surtout, ça dépend des pays, mais pour vraiment démontrer que la personne, oui, elle est bien établie dans son pays, elle a une occasion, une opportunité d'offre d'emploi au Canada. Elle désire l'occuper ce poste-là pour une durée initiale, par exemple, de 2 ans, tout en ayant la possibilité de retourner lorsque l'emploi prendra fin si nécessaire. Donc, une intention qui demeure temporaire, bien qu'elle pourrait, cette intention-là, évoluer dans le temps. Donc, après un certain temps, on pourrait dire, ben oui, j'aimerais devenir résident permanent, bien que je renouvelle mon statut de résident temporaire. Durée de validité des permis de travail, ça dépend en fait du type de permis de travail que vous allez obtenir pour votre candidat, mais généralement, c'est un maximum de 3 ans un permis de travail. Puis, ce n'est pas rare là, que les permis que vous allez octroyer sont environ 2 ans. C'est renouvelable généralement, sauf exception. Comme on le mentionnait, un des exemples, c'est le programme de l'Expérience internationale Canada. Donc, les candidats qui sont des jeunes professionnels avec un permis de travail d'une durée de 2 ans, selon la catégorie jeunes professionnels, ne pourront pas renouveler ce permis de travail-là. Donc, il faut se tourner, au moment du renouvellement, il faut se tourner vers une nouvelle option pour assurer le renouvellement. Finalement, sachez qu'un permis de travail, lorsque la personne l'obtient, donc il est délivré une fois qu'il arrive à l'aéroport, on lui émet son permis de travail, il y a une durée de validité, donc il y a une date d'expiration. Et si la personne entend prolonger son séjour, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait un renouvellement qui est effectué avant l'expiration du permis de travail. Et si la personne demeure sur le territoire et est en mesure de démontrer qu'elle a présenté une demande de permis de travail avant l'expiration de son permis, elle pourrait avoir ce qu'on appelle le statut maintenu. Donc, la loi lui accorde un statut maintenu de résident temporaire. Et si elle fait une demande de permis pour prolonger son permis de travail, donc la loi lui accorde aussi la possibilité de continuer à travailler selon les conditions de son ancien permis de travail alors expiré, jusqu'à ce qu'une décision soit maintenue. Donc, c'est le fameux statut implicite que la plupart des employeurs connaissent, mais qui a récemment changé de terme pour le statut maintenu. C'est un élément qui est quand même super important. Il faut bien le comprendre pour pouvoir être en mesure de bien l'utiliser, mais c'est un élément qui permet aussi de faciliter la transition d'un permis à un autre pour vos travailleurs étrangers temporaires. Conditions de travail. Donc, lorsque le travailleur étranger temporaire est à l'emploi, bien, en fait, il bénéficie également des normes du travail et du régime de la protection de la CNSST. Bien entendu, vous devez payer les cotisations employeurs-employés de part et d'autre. Les travailleurs étrangers temporaires doivent également bénéficier d'une convention collective si le poste est syndiqué. Les accommodements raisonnables, donc les travailleurs y ont droit, c'est des droits qui sont garantis par la charte. Les conditions de travail sont régies par le IMT qui est obtenu ou l'offre d'emploi validée sur le portail doivent être respectées. Comme je vous le disais, peu importe si vous allez dans le programme qui nécessite le IMT ou dans le programme qui nécessite une offre d'emploi, toute l'information que vous annoncez au gouvernement et qui est validée, vous devez la rencontrer tout au long de la validité du permis de travail.
Donc, les conditions ne devraient pas être modifiées substantiellement, et ce, même à l'avantage du travailleur. Donc, même quand on parle d'augmentation de salaire, où on dit, ah, bien, la personne, elle fait très bien son travail, j'aimerais la promouvoir à un poste qui aurait plus de responsabilités, bien, ces éléments-là peuvent avoir un impact et pourraient nécessiter d'obtenir un nouveau permis de travail. Donc, c'est important de respecter les conditions que vous avez annoncées. Et donc, essentiellement aussi, le travailleur ne peut pas changer d'occupation selon la classification nationale des professions. Des fois, on a des gens qui vont arriver comme techniciens, mais ils font super bien l'affaire, ils vont obtenir un nouveau poste qui va essentiellement lui octroyer plus de responsabilités et changerait également la classification nationale des professions. Bien là, on se retrouve avec un enjeu. La conformité des employeurs. Donc, on pense souvent justement aux démarches d'immigration. On se dit, bien, c'est parfait, là, tant que je remplis mes formulaires, c'est envoyé, c'est fait, on obtient le permis de travail. C'est souvent l'élément central de nos démarches. Mais il faut garder en tête que lorsque vous embauchez des travailleurs étrangers temporaires, vient avec des obligations à titre d'employeur. Donc, lorsque vous effectuez ces demandes-là, vous êtes sujet à une inspection dans le futur pour tous les permis de travail, les offres d'emploi ou les permis de travail qui seraient obtenus chez certains de vos employés. Donc, la conformité de l'employeur, c'est Service Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada qui peuvent conduire des inspections, des examens de conformité pour vérifier que l'employeur respecte bien les conditions d'emploi qui avaient été annoncées et qui sont offertes aux travailleurs étrangers temporaires. Ces inspections-là, en fait, vous êtes sujet à une inspection pour les 6 années qui suivent le premier jour de validité du permis de travail de votre candidat. Donc, lorsque la personne, elle arrive, elle se fait émettre son permis de travail. Pour les 6 prochaines années, vous êtes sujet à une inspection. C'est le même vrai aussi pour le renouvellement d'un permis de travail. Donc, dès qu'il y a un renouvellement de permis de travail, eh bien, le 6 ans recommence à nouveau. Donc, ça, c'est la période à laquelle vous êtes sujet à une inspection. Et si jamais vous êtes vu comme non conforme sur certains aspects, eh bien, ça pourrait résulter en des avertissements, une amende qui peut varier entre 500 à 100 000 $ par violation pour un total de 1 million par année. Ça pourrait également valoir dire des interdictions temporaires ou permanentes de recourir à un programme d'immigration. Et généralement, si un employeur est trouvé non conforme donc, sur ses obligations, il va être publié sur une liste des employeurs non conformes auxquels l'ensemble des gens peuvent y avoir accès pour voir un peu la réputation là, des employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires. Donc, on parle de la conformité de l'employeur. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un élément qui est très important à ne pas négliger. Le gouvernement tente en fait d'effectuer de plus en plus d'inspections auprès des employeurs. Environ là, 1 employeur sur 3 dans la dernière année a été inspecté. Il y a certains secteurs qui sont prioritaires, mais essentiellement, chaque employeur qui embauche des travailleurs étrangers temporaires devrait être sujet à une inspection dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de s'y attarder puis de poser des bonnes questions si jamais vous avez des interrogations au niveau de vos obligations. Intégration des travailleurs au Canada. Donc, finalement, bien, c'est très important. Je pense que c'est un élément aussi qu'on peut garder en tête dans votre stratégie pour l'embaucher des travailleurs étrangers temporaires. C'est possiblement peut-être un de mes conseils, c'est aussi de garder vos travailleurs étrangers temporaires impliqués dans le processus. Donc, tant vous, mais tant le travailleur doivent être impliqués. Chacun doit être au courant des différentes étapes pour qu'on puisse assurer de la gestion des attentes. C'est un processus qui peut être quand même assez laborieux. Donc, les démarches d'immigration peuvent prendre quelques mois et plusieurs mois, en fait, avant que la personne arrive sur le territoire. Donc, une fois que la personne elle est arrivée, bien, ce n'est pas tout, en fait. Il faut s'assurer que le travailleur soit aussi prêt à débuter son emploi. Donc, ça commence par la demande de numéro d'assurance sociale dès l'arrivée au Canada. Vous allez voir, les numéros d'assurance sociale de vos travailleurs étrangers temporaires vont commencer par un 9. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi identifier que ce n'est pas nécessairement un Canadien ou un résident permanent. Mais c'est ça. Donc, vos obligations, oui, c'est d'obtenir le permis de travail, mais ça pourrait être un peu plus grand que uniquement l'obtention du permis de travail. Donc, on peut se poser différentes questions pour assurer l'arrivée du travailleur étranger temporaire et assurer qu'il va être heureux dès son arrivée. Donc, trouver un logement, on peut peut-être l'accompagner à voir voici les différents quartiers, voici quel genre de logement pourrait être intéressant pour toi, les différentes plateformes où trouver un logement également. Également aussi, les fonds peuvent être un petit peu plus difficilement accessibles lorsqu'ils sont dans des banques étrangères, donc faciliter l'ouverture d'un compte bancaire. Obtenir des prêts aussi
ou être approuvé pour obtenir un prêt pour un logement peut être aussi un élément de difficulté. Donc, on peut essayer de les accompagner pour trouver plus de renseignements, comment avoir accès à ces différents prêts-là. Si l'employeur endosse, donc, il engage également sa responsabilité personnelle. Je pense que Martine est hyper alerte aussi au niveau des enjeux dans les différentes régions. Moi, je viens de la ville de Montréal, bien que ma famille vient du Lac-Saint-Jean, mais Martine a souvent des beaux réflexes au niveau de l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires, fait que je lui laisse la parole, parce que je sais qu'elle est très bonne. Oui, effectivement. En fait, on a participé quand même à l'intégration de plusieurs travailleurs là, dans différentes entreprises là, clientes des régions du Québec. Puis ça va plus loin, disons, que les obligations légales en tant que telles. Ça va aussi loin. Ben, moi, je dis toujours le premier conseil, si vous voulez que votre intégration se passe bien, on ne parle pas juste de l'intégration de notre travailleur étranger, mais il faut préparer nos travailleurs. Il faut préparer nos travailleurs québécois, il faut leur expliquer, il faut qu'ils soient un peu partie prenante dans une certaine mesure de notre processus. Il faut leur parler d'où vont provenir les gens qu'on fait venir donc à titre de main-d'œuvre étrangère. L'inconnu est toujours une source de peur. Le changement peut être les gens sont de base un peu réfractaires au changement. Donc, ça vaut la peine de faire des petites rencontres d'équipe avec nos gens pour leur parler du pays d'origine. Si, entre autres, par exemple, on a un travailleur où la langue ne sera pas le français. Bon, c'est toujours un élément qui est un petit peu plus difficile en région versus, par exemple, à Montréal. Donc, comment on peut faciliter cette intégration-là au niveau de la langue? Est-ce que des fois, dans notre entreprise, on a quelqu'un qui peut parler espagnol, même si ce n'est pas un espagnol parfait, mais parce que c'est quelqu'un qui voyage, etc. Donc, je pense que ça vaut la peine que vos travailleurs, vous preniez le temps de leur parler pour un peu dissiper là, leur peur ou des fois leur mauvaise compréhension du processus. Puis ce qui peut être intéressant, entre autres, beaucoup pour les premiers mois d'intégration, c'est des jumelages aussi entre des personnes du Canada, de vos employés qui, par exemple, acceptent de prendre certaines petites responsabilités pour aider les travailleurs ou avoir, par exemple, un numéro de téléphone ou s'il arrive un petit problème avec vos travailleurs étrangers, il y a quelqu'un sur qui se fier là, rapidement. Tu sais, aussi, des fois, simple, qu'il arrive au guichet puis il pense que la carte est restée mangée dans la machine puis que son argent est perdu. Là, moi, je l'ai déjà vu, là, c'est des situations comme ça. Donc, de pouvoir appeler vite un collègue de travail qui va lui dire quoi faire pour des petites choses de la vie courante, bien, ça peut faciliter leur intégration. Puis en même temps, bien, ça aide à créer des relations entre vos travailleurs. Puis c'est sûr aussi que ce qu'on voit beaucoup en région, si on avait des travailleurs actuellement du Pérou, du Mexique qui étaient arrivés dans les 2 dernières semaines au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, il faisait moins 40 là, les matins de la semaine. Ils n'y arriveront peut-être pas avec des bonnes chaussures, ils n'y arriveront peut-être pas avec le gros manteau d'hiver non plus. Puis oui, froid, mais froid moins 40, ils ne réalisent pas ça. Donc, ça peut être intéressant de prévoir à leur arrivée l'achat de vêtements adaptés. Ça peut aussi aller, moi, j'ai beaucoup d'employeurs où des fois, ils vont faire un petit tour de la municipalité avec leurs 2-3 travailleurs quand ils vont arriver, pour leur montrer c'est où l'épicerie, la banque, la pharmacie, l'hôpital, voici le guichet. Voici, par exemple, là, les endroits où on peut aller faire un peu du sport, etc. Toujours là, dans le but là, de leur faciliter puis de leur enlever un petit stress. Puis il faut comprendre que ces gens-là, ils vont frapper un mur. Là, à un moment donné, ils vont s'ennuyer aussi. Surtout ceux qui ont des familles à l'étranger, quand ils laissent les conjoints et les enfants derrière eux. Après quelques mois, l'attrait de la nouveauté, le défi un peu de l'intégration de la langue va passer, puis éventuellement, bien, l'ennui aussi va arriver. Donc, ça peut quand même là, être intéressant de faire des petites activités sociales avec les gens là, de votre entreprise. Puis, il faut essayer d'y aller des deux côtés de la médaille. Ce n'est pas juste d'intégrer en disant ah oui, c'est l'hiver, on va les amener patiner. Il faut penser qu'ils n'ont jamais eu ça de leur vie, des fois, là, des patins dans leurs pieds. Mais ça peut être aussi à l'inverse. Ça peut être, on organise une petite activité où ils font découvrir, par exemple, des plats de leur pays d'origine. On fait un petit 5 à 7, puis c'est eux qui cuisinent certains repas. Donc, c'est des choses qui
ces gens-là sont reconnaissants d'avoir des emplois au Canada, puis ces gens-là veulent s'intégrer. Beaucoup ont espoir de rester après leur période temporaire. Donc, il faut essayer de créer des relations avec nos travailleurs. Donc, c'est des petits exemples, mais c'est sûr que c'est ce qui fait que vous allez avoir une bonne rétention de votre main-d'œuvre. Puis en région, quand c'est possible, moi, je pense que ça peut être intéressant. Puis on a vu des beaux succès quand on recrute plusieurs fois, d'essayer des fois de recruter dans les mêmes pays. Quand c'est possible, évidemment. Là, des fois, on n'est pas toujours capable de le faire, mais ça leur permet des fois de se créer un petit groupe, une petite communauté où ils peuvent parler de leur pays, ils ont des points plus en commun. Puis ça peut faciliter justement leur intégration puis leur aider au désennui là, du fait qu'ils ont des gens de leur pays qui comprennent un peu ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce que vivent, par exemple, les femmes, leurs enfants, du fait qu'ils sont absents là, actuellement au Canada. Donc, ça peut être des petites idées là, à suivre. Des trucs comme ça, il peut y en avoir plein, là, mais c'est question de vous donner un petit aperçu là, de choses à laquelle vous pouvez là, penser là, au départ là, quand vous allez les chercher là, à l'aéroport. Alors, je te laisse, Mélissa, aller vers la transition. Oui, transition à la résidence permanente, ben, c'est un peu c'est la suite. Donc, on a l'arrivée de nos travailleurs étrangers temporaires, on essaie de les intégrer au maximum, ça se passe bien. Ben, généralement, la question qui va suivre, ça va être ben, comment je peux assurer le renouvellement du permis de travail de mon travailleur, mais également cette personne-là s'intègre bien, désire possiblement devenir résidente permanente du Canada. Donc, essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que puisque les gens possiblement ont l'intention de s'établir ici au Québec, le Québec a également compétences en termes d'immigration et vont avoir la possibilité de sélectionner leurs candidats à la résidence permanente. Donc, le Québec a mis en place quelques programmes qui permettent d'obtenir ce qu'on appelle le certificat de sélection du Québec. Donc, le Québec va émettre le certificat de sélection du Québec à un candidat pour lui dire, ben parfait, c'est super, oui, on veut que tu puisses devenir résident permanent et que tu puisses t'établir au Québec. Donc, voici ton certificat de sélection du Québec. Une fois que la personne obtient un certificat de sélection du Québec, elle peut ensuite déposer sa demande de résidence permanente auprès du fédéral. Donc, c'est un processus qui est quand même qui se fait donc en 2 étapes généralement, le CSQ et ensuite la résidence permanente. Comme vous avez peut-être pu l'entendre dans les différents médias, la démarche de résidence permanente peut prendre quand même assez de temps, donc on parle d'environ 2 ans. Alors, c'est un processus qui est de longue haleine et donc parfois, il faut essayer de venir sécuriser, là, donc rassurer nos travailleurs étrangers temporaires dans tout ce processus-là. Un des programmes, il en existe 2 essentiellement au Québec pour l'obtention du CSQ, pour les travailleurs qualifiés. Il existe le programme de l'expérience québécoise ou encore le programme régulier des travailleurs qualifiés. Le programme de l'expérience québécoise, c'est celui qu'on aborde aujourd'hui parce qu'il est assez intéressant, mais sachez que le programme de régulier des travailleurs qualifiés n'est pas impossible, est une belle option à explorer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais le programme de l'expérience québécoise, c'est basé en fait sur le fait que la personne est venue ici au Québec et a acquis une expérience de travail de 24 mois dans une profession de niveau 0 A ou B. Également, elle doit démontrer qu'elle a une connaissance du niveau de français d'intermédiaire avancé, donc un niveau B2. La conjointe devra également aussi faire preuve d'une connaissance de français qui est un peu moindre, mais tout de même qui doit aussi en amont être présenté. Ce programme-là, il y a des modifications qui ont été apportées là, en juillet 2020. Donc, il existe en ce moment des clauses grand-père donc pour assurer que les personnes qui étaient présentes sur le territoire à ce moment-là, au changement des exigences de ce programme-là, puissent tout de même y avoir droit et présenter une demande basée sur les anciens critères. Donc, les anciens critères, l'expérience de travail était moindre. On parlait de 1 an d'expérience de travail et l'ensemble des professions, malgré les différents niveaux, là, étaient admissibles. Donc, on parlait des gens qui occupaient des emplois de niveau D à, en fait, des différents niveaux là, étaient admissibles. Une fois le CSQ été mis, en fait, comme je vous le mentionnais, ça facilite l'obtention d'un permis de travail avec le permis de travail A75 qu'on a détaillé un peu plus tôt. Et ça permet à la personne de déposer sa demande de résidence permanente. Une fois la personne qui devient résident permanent, bien,
c'est l'élément qui permet à la personne d'avoir accès à la citoyenneté. Donc, avant qu'une personne puisse devenir citoyen, elle doit passer par la résidence permanente. Une fois qu'elle est résident permanent, on peut aussi entrevoir différentes possibilités pour faire venir les autres membres de sa famille. Donc, la personne pourrait décider de parrainer époux, conjoint de fait ou les enfants ou encore les parents, grands-parents. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'alternatives. Il y a différents programmes au sein de l'immigration. Donc, c'est bien de s'informer. Puis, c'est aussi une belle opportunité pour vous d'assurer la rétention de vos travailleurs étrangers temporaires. Donc, quand on peut mieux outiller nos travailleurs avec les différentes informations sur comment devenir résident permanent. Donc, un grand merci. Voici notre équipe. Donc, Martine, moi et mon collègue Joël Baudouin. En fait, il faut savoir que Joël aurait voulu beaucoup être présent aujourd'hui. Il y a eu un empêchement, mais Joël Baudouin est natif de cette île. Donc, je pense qu'il aurait beaucoup apprécié être ici. Alors, si vous voulez poser des questions à une personne qui vient tout juste de cette île, n'hésitez pas à contacter Joël. N'hésitez pas à contacter Martine ou moi également. On est vraiment disponible pour répondre à vos questions. Donc, un grand merci. Puis, je crois qu'il y a peut-être quelques questions pour la suite. Donc, on peut finir sur cette note. Merci beaucoup, mesdames. C'était fort intéressant. Très, c'est un sujet quand même assez complexe, là, mais j'ai trouvé ça très, très bien expliqué. Là. Je pense que ça va outiller beaucoup d'entre nous là, aujourd'hui. Donc, on va prendre les questions à main levée. On a M. Alexandre, je crois qu'il a levé la main. Merci. Merci beaucoup pour l'explication. En fait, je suis un immigrant, je suis brésilien et mon permis de travail l'expire au mois d'avril cette année. Et donc, je voudrais savoir quelles sont les démarches, pas les démarches, mais les délais de traitement pour le renouvellement de mon permis, parce que l'information que j'ai reçue, c'est qu'il faut refaire les processus comment ça s'appelle ça, la recherche de travailleurs, les CAQ et tout ça. Et donc, probablement que ça prendra un bon temps pour faire toutes ces démarches-là. Je voudrais juste savoir quels sont les délais pour le renouvellement du permis de travail normalement. Merci beaucoup. Merci. Oui, tu peux y aller, mais ça. Bien, enchantée. En fait, oui, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment important de s'interroger sur les délais de traitement. Actuellement, le délai de traitement pour le renouvellement d'un permis de travail de l'intérieur du Canada, c'est environ 120 jours. Donc, c'est quand même environ 4 mois avant l'obtention du nouveau permis de travail. Vous avez mentionné, vous allez devoir possiblement travailler avec votre employeur actuel à voir comment vous pouvez assurer le renouvellement de votre permis. Parce qu'en effet, si vous devez repasser par un processus d'étude d'impact sur le marché du travail et de CAQ, bien, ça dépend des différents volets, mais ça aussi, ça peut prendre environ 4 mois. À obtenir 3 à 4 mois, Martine, si je ne m'abuse. Oui, à peu près. Ouais. Donc, comme vous le voyez, c'est quand même un processus de longue haleine. Donc, débuter avec le IMT et s'assurer qu'on dépose une demande de permis de travail avant l'expiration de votre permis. Puis, comme je vous le mentionnais, peut-être vous étiez le présent lors de la formation, mais si jamais vous ne recevez pas une IMT puis un CAQ à temps, assurez-vous de présenter une demande de renouvellement de permis de travail avec les preuves documentaires comme quoi vous êtes en processus d'obtenir le IMT et le CAQ avec votre employeur. Et si vous faites cette démarche-là avant l'expiration de votre permis de travail, vous pourriez obtenir un statut maintenu durant le traitement de votre permis de travail. Donc là, c'est ce qu'on appelle c'est un peu ce qui vous permet de demeurer sur le territoire. Vous présentez votre demande de permis en attente de l'IMP et du CAQ. Ensuite, vous êtes en statut maintenu, donc vous pouvez continuer à travailler selon les conditions de votre ancien permis. Vous complétez votre demande avec l'IMT et le CAQ jusqu'à ce que la décision finale soit rendue. C'est quand même les délais sont importants, donc c'est vraiment hyper important de vous attarder dès maintenant à comment vous allez pouvoir effectuer le renouvellement de votre permis de travail avec l'accompagnement de votre employeur ou d'un nouvel employeur qui aimerait vous embaucher. Ouais. Merci beaucoup. On avait Gabi. Oui, bonjour. Moi, j'ai quelques questions. J'ai 3 questions. La première question, tantôt, vous avez dit que quelqu'un qui est sur le marché de travail, présentement, ça veut dire qu'il a un permis de travail et qu'il est dans la catégorie, je pense, A, B, O, quelque chose comme ça. Lui, il peut
amener ou inviter sa famille pendant les périodes de 2 ans ou attendre maintenant après qu'il devient résident permanent pour parrainer sa famille. Maintenant, là qu'il veut, parce que 2 ans ou 3 ans dans des cas si lents là, pour quelqu'un pour amener sa famille, est-ce qu'il peut le faire maintenant? Vous avez dit tantôt oui. Et ce processus-là, ça prend combien de temps? Et est-ce que sa femme va passer par le même processus que lui? Maintenant, là, ça veut dire qu'il faut qu'elle a trouvé un job avant, il faut qu'elle fait un peu dans ça, s'il vous plaît. Ça, c'est ma première question. Vous voulez que je vous pose les trois ensemble? Non, on peut y aller une à la Ouais. fois. Peut-être ça va permettre aux gens de bien suivre, là. En fait, effectivement, là, pour la conjointe, c'est possible d'obtenir dans les catégories 0 A, B, donc un permis de travail ouvert. À la limite, ça peut se faire en parallèle, là, on demande ça en même temps que le permis de travail du conjoint. Maintenant, si la personne ne l'a pas fait à l'origine, puis que sa conjointe est toujours dans son pays d'origine, ça peut effectivement être possible de le faire en cours de parcours. Puis on peut regarder l'option aussi de faire venir la conjointe avec un statut de visiteur, là, si l'objectif n'est pas qu'elle puisse là, travailler. Maintenant, il faut valider, Mélissa également, est-ce qu'on a besoin d'un visa là, pour cette personne-là ou pas, là, selon l'origine là, de son pays. Mais oui, c'est faisable, mais elle n'a pas à obtenir un IMT, un CAQ comme le travailleur. C'est que le permis ouvert, ça vient avec la demande. C'est comme en parallèle avec le travailleur étranger. Donc, on peut faire une demande de permis de travail ouvert qui n'est pas associée à aucun employeur à ce moment-là, mais lié au fait, il faut faire la preuve là, que son conjoint a effectivement un permis de travail de la bonne catégorie d'emploi. Puis les délais de traitement, actuellement, c'est pas loin d'un bon 120 jours. Puis ça peut dépendre aussi là, si on a besoin d'un visa. Là, si on a besoin d'un visa, ça peut effectivement être plus long parce qu'il y a des pays actuellement où les délais de traitement sont de 17-18 semaines des fois là, pour avoir un visa puis un permis. Là. Fait que ça dépend vraiment là, de l'origine de la personne. Là. Et si cette personne-là, ça veut dire sa femme rentre comme visiteur et ses enfants, est-ce qu'ils ont le droit d'aller à l'école ici ou non? Oui, bien, c'est ça. C'est que dans le fond, ça dépend toujours de la nationalité de la personne. La stratégie pour les membres de la famille peut varier. Mais par exemple, on prend l'exemple d'un, je ne sais pas moi, un Marocain. Les Marocains doivent obtenir un visa pour pouvoir venir voyager à destination du Canada. Donc, généralement, comment ça va se passer? C'est si jamais la personne est à l'étranger, a un employeur en particulier. Donc, on fait la démarche d'obtention du permis de travail pour le demandeur principal, celui qui a l'offre d'emploi. Si la conjointe et les enfants veulent accompagner, et si les enfants sont en âge préscolaire, là, donc en bas de 6 ans, bien, on peut faire une demande de fiche de visiteur pour les enfants en même temps que le demandeur principal. Si le demandeur principal vient occuper un emploi qualifié 0A ou B, alors oui, on pourrait aussi inclure également une demande de permis de travail ouvert pour la conjointe qui viendrait également accompagner. Donc là, on aurait dans toute une seule demande, on aurait la demande du travailleur étranger temporaire principal, la demande de permis de travail ouvert de la candidate, des fiches de visiteurs pour les enfants. Si jamais les enfants doivent aller à l'école primaire, secondaire ou en haut, on doit faire des demandes de permis d'études généralement. Donc, tout ça est fait de l'étranger. Lorsque les autorisations sont obtenues, la famille voyage puis obtient leurs documents originaux au point d'entrée. Donc, ça, c'est la situation type, par exemple, d'un cas en particulier. Ça dépend vraiment des profils. OK, merci. Ma dernière question, vous avez parlé tantôt de la liste des professions qu'elle change probablement chaque février. Comment on peut avoir accès à cette liste-là pour voir c'est quoi les différentes catégories? Parce qu'avant, il y avait A, B, C, D, E, maintenant, je ne sais pas, là, mais maintenant, il y a une autre catégorie 0. Comment on peut avoir accès à cette liste-là? La liste qui change en février, c'est la liste des professions admissibles au traitement simplifié, donc pour lequel on n'a pas à faire la preuve de nos 4 semaines d'affichage. Celle-là, elle est sur le site Internet du MIFI. Puis là, pour l'instant, c'est encore celle de 2021, là, mais elle devrait changer dans les prochaines semaines.
Puis ça nous réfère au titre de la profession puis au code CNP. Maintenant, si on veut vérifier si ce code CNP-là est de niveau 0, A, B, bon, C ou D, il faut aller sur la classification, là, le Code national des professions. Donc, il faut utiliser en parallèle, si on veut, là, les deux listes. Mais si vous tapez dans Google, là, Code national de classification, si vous allez arriver là-dessus, puis avec le numéro du code CNP que vous trouvez sur la fiche du MIFI, vous êtes capable de rentrer le numéro, puis ça va vous ouvrir là, toute l'information du code CNP en question, dont le niveau là, de qualification là, en parallèle. Une sous-question, s'il vous plaît, une dernière. Est-ce que la présentation serait disponible pour nous? Est-ce qu'elle serait envoyée par courriel? Parce que même, je le vois complète, il y a des choses, il y a tellement d'informations qu'on oublie à un moment donné, mais si on a cette présentation-là, vraiment, là, c'est bien complète. Est-ce qu'elle serait envoyée ou disponible? Là, la formation a été enregistrée par la Chambre de commerce. Donc, ça, vous pourrez voir avec eux. Le PowerPoint en tant que tel, habituellement, on ne le distribue pas. Pourquoi? Parce que les informations qu'on met dans la présentation sont les informations qui sont bonnes en date d'aujourd'hui. Actuellement, au niveau de l'immigration, ça bouge vraiment beaucoup, entre autres aussi en raison de la pandémie. Donc, les programmes peuvent être modifiés, les conditions d'exigence. Vous voyez, il y a des listes qui vont changer actuellement. Donc, habituellement, on ne les fournit pas parce qu'on ne veut pas que les gens soient comme induits en erreur en ressortant la présentation, par exemple, dans 6 mois. Puis en enlignant une démarche d'immigration sur l'information d'une présentation qui, à la limite, pourrait être devenue incomplète ou plus à jour là, de par les changements de programme. Là. Merci beaucoup. Merci. On pourra regarder le moins de Jessica là, pour l'enregistrement en soi, mais merci beaucoup, Mme Tremblay, pour la précision. On pourra le dire vraiment que c'est en date d'aujourd'hui que les informations sont évolutives aussi. Là. Donc, on pourra faire la précision. Est-ce qu'on avait d'autres questions parmi les participants? Je pense qu'on avait peut-être des petites questions dans le chat. Ah, mais peut-être qu'on y a déjà répondu, en fait. Oui, il y en a 2 qu'on a répondu. Oui, avec un beau ça va. commentaire. Ben oui, c'est complexe. Là, c'est vraiment un aperçu. Mais l'essentiel, en fait, c'est justement prendre de l'information. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans les personnes ressources, donc les différents gouvernements. Assurez-vous toujours de consulter les sites des gouvernements. Il y a beaucoup de sites, pvitis.net, d'autres sites connexes, mais assurez-vous de prendre votre information sur les sites des gouvernements, IRCC, le MIFI, ou encore de consulter des professionnels. Puis là, des fois, on peut répondre plus rapidement à nos questions que s'éparpiller. Mais ouais, voilà. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour cette belle présentation. Jessica, on va avoir une autre activité également là, avec le MIFI. Prochainement, si je ne me trompe pas, c'est le 17. Oui, le 17, là, il y a Marie-Ève Gagnon qui était là tout à l'heure, qui travaille pour le MIFI. Donc, c'est le 17 février à 9 h. C'est vraiment la présentation des services aux entreprises. Puis, je me permets aussi d'ajouter là, qu'il y a 2 missions virtuelles là, qui s'en viennent en France et au Brésil, justement, pour aller faire le recrutement de main-d'œuvre. Peut-être qu'on aura plus d'informations le 17, mais si jamais vous pouvez aller sur le site du MIFI, voir qu'est-ce qu'il y en a, c'est vraiment aller faire du recrutement ciblé dans ces pays-là. Puis, ça peut vous donner un coup de main, là, surtout en France, dans les 2 pays, en fait, mais France, vu que c'est francophone, je vous invite à visiter le site du MIFI. Bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent ce matin. Je pense que c'est un sujet d'actualité. Les gens cherchent de l'information, puis ça nous a apporté beaucoup d'éclaircissements ce matin. Donc, je vous souhaite une belle matinée. Et merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Au revoir. Au revoir.